Il est 3h40 du matin lorsque vous vous réveillez dans votre lit, en sueur, le cœur battant à tout rompre, sans réellement comprendre pourquoi. Un rapide regard autour de vous vous informe pourtant que tout semble normal dans votre chambre et votre partenaire dort toujours à vos côtés d'un sommeil paisible que vous ne pouvez que lui envier. Malgré tout, cette désagréable impression persiste. Vous en êtes convaincu, il se passe quelque chose d'inhabituel. Incapable de passer outre cette sensation, vous vous levez précautionneusement et, non sans un dernier regard attendri pour votre partenaire, vous sortez de la pièce. Dès votre premier pas dans le couloir menant au salon, votre conviction qu'un événement inattendu se déroule dans votre appartement se retrouve encore renforcée. Vous le traversez en faisant de votre mieux pour ignorer votre terreur grandissante et les signaux d'alerte que chacun de vos sens paraissent vous lancer. Votre curiosité l'emporte sur votre peur. Vous entrez dans le salon, plongé dans le silence et l'obscurité, mais qui ne dégage à première vue rien d'anormal. Vous balayez la pièce du regard, l'immense poste de télévision domine l'endroit, imposant et noir comme jamais. La table basse est, comme à son habitude, recouverte de revues et magazines divers, et le canapé, mal rangé, présente les mêmes vieux coussins et la même couverture que depuis des années. Légèrement rassuré, et ce même si votre instinct vous somme toujours de retourner vous cacher sous votre couette, vous vous dirigez vers le dernier élément non visible du salon. Les fenêtres, masquées par de larges rideaux. Un simple geste devrait achever de calmer votre angoisse. En ouvrant simplement les rideaux, vous serez enfin convaincu qu'il ne se trame finalement rien d'étrange et que votre esprit vous joue des tours. Vous attrapez donc les rideaux et, d'une lenteur non souhaitée, vous mettez à les ouvrir. Peu à peu, les demeures de vos voisins apparaissent dans votre champ de vision, ainsi qu'un ciel nocturne totalement dénué d'étoiles. Puis, alors que vous aviez presque terminé et que les battements de votre cœur commençaient enfin à se calmer, elle apparaît. Cette dame âgée que vous n'avez jamais vue auparavant vous observe droit dans les yeux, derrière votre fenêtre. Elle arbore un sourire carnassier, aux dents terriblement longues et pointues, qui vous glace instantanément le sang, et ses yeux, blancs comme la mort, semblent vous transpercer le cœur. Alors que vous vous apprêtiez à hurler de terreur, un détail vous revient subitement en tête. Une bricole, rien de très important. Tout à coup, vous vous rappelez que vous vivez dans un immeuble, au 7e étage. Cette nuit promet d'être longue. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Vous n'avez probablement encore jamais entendu parler de Andy Mitton, et pourtant, il aurait tout à fait sa place dans l'une de mes vidéos consacrées au futur maître de l'horreur. Le bonhomme est un passionné d'horreur depuis tout jeune, à l'époque où il faisait des films amateurs avec ses potes et vidait des tas de bouteilles de ketchup en guise de faux sang. Il est ensuite passé par la case théâtre à partir de l'université et encore quelques années plus tard, avant d'enfin commencer à réaliser des films un petit peu plus sérieux. Il commence en duo avec son ami Jesse Holland, ce qui nous donnera Yellow Brick Road en 2010, un film retraçant l'expédition d'une équipe de tournage cherchant à en apprendre plus sur la disparition de l'entièreté des habitants d'une petite bourgade 70 ans avant nos jours. Les deux compères enchaînent ensuite avec un segment de l'anthologie Five Senses of Fear en 2013, sympathique film à sketch dont chaque court-métrage horrifique se consacre à l'un des 5 sens. Enfin, le duo sera également à l'origine d'un autre long-métrage en 2016 avec We Go On, qui nous raconte l'histoire de Miles Grissom, qui propose $30 000 à qui pourra lui prouver qu'il y a bien une vie après la mort. Ces films sont encore vachement inconnus chez nous, et pourtant, ils ont connu une belle carrière en festival, par exemple, où ils ont été assez bien reçus et ont même récolté quelques prix. Ils ont également été salués sur quelques sites de vidéos à la demande, et notamment Shudder, la plateforme américaine spécialisée dans le cinéma d'horreur, à tel point que celle-ci continuera de surveiller de très près le travail d'Andy Mitton, jusqu'à proposer son tout dernier film en date, sa première réalisation en solo, The Witch in the Window. Le pitch du film est très simple à résumer, et on peut presque dire que son titre lui suffit amplement. Nous y suivons Simon, père du jeune Finn, de la mère de qui il est séparé, qui emmène son fils avec lui dans une maison de campagne qu'il est en train de retaper, apparemment pour pouvoir la revendre plus cher et se faire un petit bénéfice. La demeure, belle et isolée, se situe au milieu de nulle part dans le Vermont, en pleine nature, à proximité d'un magnifique lac. La bâtisse en elle-même, que Simon a déjà bien arrangée, est très ancienne. Ses bruits nocturnes y sont effrayants et ses installations électriques endommagées. Mais surtout, c'est son histoire qui est inquiétante. L'une
l'une des anciennes propriétaires était apparemment une sorcière morte dans sa demeure. Depuis, de sombres histoires courent sur celle-ci et on dit qu'un père et un fils y ont habité avant d'y décéder dans de sombres circonstances. Et là, vous vous dites probablement qu'il s'agit d'un énième film de maison hantée ou de fantômes, comme vous en avez déjà vu des dizaines. Aucune originalité. Eh bien pas vraiment, mais laissez-moi vous en dire davantage sans trop vous spoiler l'intrigue. Le film a comme particularité d'être au moins autant un drame qu'un film d'horreur, mais se suit plus comme un drame. Le montage et les mouvements de caméra sont posés, lents, laissant le temps au spectateur de décortiquer l'image dans ses moindres détails. Et c'est là que c'est intéressant. Durant toute la première partie du film, soyez attentifs et vous verrez, à divers moments, une silhouette ou un visage féminin occuper une toute petite partie du cadre. Au début, on ne s'en rend pas toujours compte, mais une fois que c'est fait, on ne voit plus que ça. Et même si cela ne rend pas ces plans terrifiants, croyez-moi, un certain malaise en découle irrémédiablement. Voir le visage d'une vieille dame à moitié floue derrière une fenêtre observer nos personnages occupés à leurs travaux, c'est assez glauque. Et le génie du film, c'est que Simon et son fils ne se rendront compte de rien. Ils ne voient pas cette silhouette ou ce visage qui les épie silencieusement et continuent à vivre leur petite vie, comme si l'horreur ne faisait pas partie de l'intrigue mais était quelque chose d'en dehors de leur réalité. Mais vous, en tant que spectateur, ça risque fort de vous faire froid dans le dos, si vous me pardonnez l'expression. Si vous le regardez chez vous seul dans le noir, la manie que vous allez avoir à essayer de repérer cette sorcière quelque part dans le cadre, dans le film, eh bien risque fort de vous prendre également lorsque vous serez chez vous, à regarder à travers la fenêtre du salon, ou alors lorsque vous êtes posé sur vos toilettes en train de chier. Mais il n'y a pas que ça. Simplement, pour que je puisse vous en dire plus, il va forcément falloir que je spoil. Comme d'habitude, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, il y a un petit timecode qui apparaît auquel vous pouvez vous rendre pour éviter de vous faire divulgacher l'histoire. Si vous vous en foutez ou que vous avez vu le film, continuons. Ensuite, nos personnages verront tous les deux la sorcière tranquillement assise dans son fauteuil, immobile dans une séquence qui sera d'une rare intensité, d'un rare suspense. Le film nous épargne donc ces éternelles séquences durant lesquelles le gamin jure avoir vu un fantôme tandis que le père lui rit au nez. Mais non enfin, les fantômes, ça n'existe pas. Bon allez, ferme-la et retourne jouer à GTA. Qu'il est con ce gosse. Maintenant que l'existence du fantôme de la sorcière est avérée, fini de jouer à cache-cache, le ton et le rythme du film changent et son intrigue part dans une autre direction, pour le moins inattendue. Pas de troisième acte en forme d'affrontement contre l'entité dans ce film, contrairement au métrage habituel de ce genre. Les Conjuring, Annabelle, Poltergeist, Inside Use ou autres purges spectrales signées Blumhouse et ses imitateurs se finissent souvent par un affrontement entre les protagonistes et le fantôme ou démon qu'ils affrontent. Une structure habituelle que nous ne retrouvons pas ici. À la place, notre personnage principal va céder aux attentes de Lydia, le fantôme, et va discuter avec elle, comprendre ce qu'elle attend de lui. Ses capacités se manifestent de façon différente, sans violence, mais avec plus de fourberie. Elle manipule sa proie, entre dans sa tête, se sert de ses peurs les plus profondes pour obtenir ce qu'elle souhaite. Et elle va gagner. À la fin, elle échange sa place avec Simon. Elle est désormais libérée et lâchée dans notre monde, tandis que Simon est décédé et entra à jamais à la maison, mais de façon beaucoup plus bienveillante pour pouvoir rester aux côtés de la femme qu'il aime et de son fils, ce qui n'était plus possible de son vivant à cause de leur séparation. D'ailleurs, pour reprendre les mots d'Andy lui-même, il faudra bien surveiller l'arrière-plan de ses prochains films, car il se pourrait que Lydia revienne nous faire un petit coucou de temps en temps. Bah oui, elle est désormais en liberté, lâchée sur notre monde, ce serait dommage de ne pas la revoir. Mais revenons à sa mise en scène et un ou deux détails un petit peu plus techniques si vous le voulez bien. Ici, la beauté des décors naturels de la campagne du Vermont est exploitée avant tout. Nous avons droit à des images aux couleurs chaudes, baignées de soleil, qui nous donnent le sourire en nous faisant penser à nos vacances enfants à la campagne chez grand-mère. L'horreur s'infiltre subtilement dans ce cadre joyeux, n'occupant qu'une petite partie du plan en tant qu'observateur, comme si, de la même façon que le spectateur, elle ne faisait qu'assister à ces moments entre père et fils, jalouse. Forcément, elle attend le moment pour vraiment faire irruption dans ce cadre idyllique et obtenir sa part de ce butin auquel elle n'a plus droit depuis fort longtemps. Chaque fois que Lydia apparaît dans le cadre, c'est dans l'obscurité de façon floue, ajoutant de la froideur dans ces images agréables. Lors de l'écriture du scénario, Andy Mitton avait plusieurs atouts. Il savait déjà qu'il voulait faire un film de maison hantée avec son camarade Alex Draper, prof de théâtre à l'Université des Arts libéraux de Middlebury dans le Vermont et qui jouait déjà dans son tout premier long métrage. Cette fois-ci, il le voit dans le rôle principal. Dieu, que cette phrase était longue. L'avantage, c'est que l'université de Middlebury possédait une vieille maison de campagne qu'elle n'utilisait pas réellement, qu'elle prêta généreusement à Andy, qui était l'un de ses anciens élèves. Il put également recruter des étudiants de l'UNIF pour participer au tournage et lui prêter main forte à moindre coût. Du coup, il a pu écrire un script qui s'adapte parfaitement à son lieu de tournage, et ça se ressent tant les décors, aussi bien naturels que ceux offerts par la maison, ont été bien utilisés. Par exemple, il y a dans certaines séquences un papier peint assez dégueu, qui était celui d'origine, et que le directeur artistique ainsi que Justin Kane, responsable de la photographie, ont réussi à utiliser à merveille. Ils ont d'ailleurs
tous deux fait un travail énorme sur l'esthétique du film qui est vraiment très réussi. Il avait déjà également la bande-annonce de ce futur film sous la main alors qu'il était en train de l'écrire et c'est indéniablement un plus pour pouvoir maîtriser l'ambiance de bout en bout. Avec un budget très faible, habitude des films de genre indépendant, le film parvient à être très efficace en termes d'atmosphère. Le manque de moyens, comme souvent dans ce genre de cas, a obligé l'équipe à se montrer inventive avec ce qu'elle avait sous la main. Cela a provoqué différentes épreuves ou retards, mais cela nous donne également un film maîtrisé, dans lequel le talent des techniciens, du réalisateur et de ses comédiens prend une importance capitale. Il n'y a aucun effet spécial pour ainsi dire, et il est assez court, moins d'1h20. Tout ça lui permet de raconter son histoire sans s'embarrasser de détails inutiles, d'aller droit au but, sans perdre aucune scène à essayer de faire peur à son spectateur. La peur fait partie intégrante de séquences qui font avancer l'histoire. Le rythme y est donc parfaitement géré et avec un seul jumpscare dans tout le film, il donne une bonne leçon à toutes les productions horrifiques dont les gros studios nous abreuvent chaque année, qui pensent que faire bouh suffit à nous faire peur et qui ont bien souvent autant de problèmes de rythme que de soucis à créer l'immersion pour le spectateur. Mais en même temps, selon Andy, c'est grâce à ces fameux blockbusters horrifiques qu'il peut se le permettre. C'est parce que ceux-ci créent un certain standard qu'il peut s'amuser à en utiliser les codes pour surprendre son spectateur. Ici, lors de l'attente créée par le suspense de certaines scènes, ce n'est pas un jumpscare qui clôture la séquence, mais bien l'élément attendu. Le fantôme est là, assis sur sa chaise, immobile. Cela pourrait presque être décevant pour un spectateur qui aurait espéré être surpris, mais dans ce cas-ci, c'est justement le manque de surprise qui surprend. La scène n'en devient que plus réaliste, comme filmée en temps réel, et c'est probablement comme ça qu'elle se déroulerait si un fantôme était réellement, tranquillement assis dans son fauteuil à 5 mètres de la porte de votre chambre. Rarement un film nous aura permis d'observer de si près un spectre à tel point qu'on retient son souffle, non pas à cause d'un éventuel jumpscare, encore une fois, mais pour savoir ce qui va arriver. Nous sommes devant ce fantôme et nous guettons le moindre de ses gestes, sur nos gardes, sur la défensive. Ici, les personnages sont bien écrits, surtout les deux principaux, et pour cause. Andy s'est projeté dans son écriture. Jeune papa, il était évident que ses sentiments encore relativement neufs se retrouvent dans ce personnage de père qui fait de son mieux pour offrir une belle vie à son enfant. On croit à leurs dilemmes, leurs craintes, leurs aspirations, leurs qualités et leurs défauts. De vrais personnages, humains, avec leurs forces et leurs faiblesses, portés par des comédiens qui jouent tous bien. On les sent tous impliqués, et notamment Charles Everett Taker qui joue Finn le gamin qui est plutôt convaincant. Et c'est une bonne chose quand on sait qu'Andy l'avait recruté par Skype. Et du coup, la première fois qu'il le rencontrait, c'était sur le tournage. Ensuite, vous le savez, j'aime lire entre les lignes, ou du moins essayer de le faire. Or, ici, ce n'est pas qu'une vulgaire histoire de fantôme. Cette sorcière est née de la solitude, le manque d'amour, la haine des autres et l'isolement. La phrase suivante est prononcée dans le film. La plupart des gens essayent d'être des gens bien, mais ce n'était pas son cas à elle. L'amertume de cette sorcière, sa haine, a fini par la rendre prisonnière de cette petite maison où viennent vivre des êtres humains sociaux et heureux. Elle représente avant tout le danger inconnu qui menace les enfants à l'extérieur de leur maison et que leurs parents leur cachent. À nouveau, pour citer Andy lui-même, elle est comme ces vidéos de décapitation sur internet qu'un gamin pourrait trouver par hasard sans comprendre ce à quoi il assiste. Les parents veulent protéger leurs enfants de ce genre de danger. Lydia est un fantôme et en tant que telle, on dit à son fils, à sa fille, qu'elle n'existe pas. C'est faux, elle existe et elle est dangereuse. Mais le mensonge est ici un moyen de protéger sa famille jusqu'à ce que les enfants grandissent et qu'ils se mettent à comprendre le monde qui les entoure. En ce sens, je pense qu'on peut dire que Lydia représente aussi l'innocence de ses enfants et la forme que leurs peurs infantiles prennent. D'ailleurs, pour la petite histoire, le prénom du fantôme vient d'une apparition venue visiter Andy alors qu'il était encore enfant, une scène qu'il n'a jamais pu oublier. Une vague forme était venue lui dire de se méfier de Lydia qui se fiche de tout, et elle l'a fait à plusieurs reprises. Une anecdote qu'il racontera avec plaisir lors de ses différents passages en festival, et qui rajoute un petit peu de croustillant à ce film. Avant de nous diriger vers ma conclusion, je pense qu'il est temps de laisser la place à Pauline pour sa désormais traditionnelle minute, afin qu'elle nous donne son avis sur le film. Alors j'ai absolument adoré ce film. Bon, vous allez me dire comme d'habitude, faut croire que je suis un public facile, mais du coup, j'ai beaucoup de choses à dire donc je vais me dépêcher. Tout d'abord, j'ai trouvé que le film était vraiment angoissant, dans le sens où il est tellement bien filmé que pendant toute la première partie du film, on angoisse à l'idée de voir la sorcière apparaître dans un coin ou un autre, et la tension ne fait que monter petit à petit. Ça faisait très longtemps que j'avais plus été autant angoissée devant un film d'horreur, et rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo. Je trouvais que certains plans étaient vraiment terrifiants, et franchement, chapeau à la mise en scène, chapeau à la photographie qui selon moi fonctionne à merveille. Les plans suffisent à eux-mêmes, il n'y a pas besoin de musique, du coup ça fonctionne sans et c'est génial. Ensuite, ce qui m'a le plus touché dans ce film, c'est vraiment cette relation père-fils en laquelle on croit dès le départ. Les acteurs sont vraiment très bons, pas surjoués, c'est pas forcé, c'est juste naturel, authentique, et franchement, ça fait plaisir et c'est vraiment beau à voir. Du coup, on se prend vraiment d'affection pour les deux personnages principaux et on a vraiment peur, on s'inquiète pour eux en fait de ce qui pourrait leur arriver.
Et je trouve que c'est là que le film devient génial, c'est qu'il n'est pas uniquement là pour nous faire peur ou nous angoisser, ce qu'il fait très bien d'ailleurs, mais il est aussi là pour vraiment nous toucher, nous émouvoir, et personnellement, j'ai beaucoup été marquée par cette combinaison des deux, et j'espère que vous le serez aussi, et que vous serez autant effrayé qu'ému devant ce film. Pour terminer, je dirais que c'est un film qui est vraiment surprenant, dans le sens où c'est pas une énième histoire de fantômes ou d'esprits ou de sorcières, il y a vraiment quelque chose d'innovant et vraiment quelque chose de nouveau dans ce film. Rien que pour ça, je vous conseille de le voir et vraiment chapeau au réalisateur. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas plus parlé parce qu'il s'est un peu noyé par tout ce qui sort actuellement alors qu'au final c'est vraiment une bouffée d'air frais et je vous conseille vraiment de le voir. En conclusion, tout ce que j'ai envie de vous dire c'est voyez-le et gardez les yeux grands ouverts du début à la fin. Et si vous avez un petit cœur sensible comme le mien, préparez peut-être 1 ou 2 mouchoirs au cas où. Voilà. J'ai l'impression que cette fois-ci nous sommes assez d'accord et vous aurez reconnu quelques mots que j'ai moi-même employés dans ma vidéo. Pourtant, on écrit nos textes chacun de notre côté et il est temps pour moi de conclure. Pour moi, ce métrage est un véritable bol d'air au sein des films de fantômes. Il ne réinvente pas le genre, ne le révolutionne pas non plus, mais il fait son petit trou, raconte une belle histoire, une histoire triste et quelquefois effrayante, avec de vraies bonnes idées de scénario, mais également de mise en scène. Il transpire l'amour pour le genre, l'envie de poser une intrigue différente, mais aussi et surtout un certain talent, celui nécessaire pour dépasser un manque de moyens, de temps et de budget afin de donner une œuvre réussie. Pour sa première aventure au cinéma en solo, le challenge était important pour Andy. Il fallait convaincre ses futurs producteurs qu'il était capable d'endosser le rôle de réalisateur tout seul, et il l'a fait avec brio. Lorsque je l'ai interrogé, lui posant différentes questions auxquelles il a généreusement répondu en long, large et en travers, il m'a assuré vouloir continuer à faire des films d'horreur. Il a notamment dit que l'amour que les amateurs de genre lui donnaient, en festival ou sur les réseaux sociaux, n'existait pas en telle quantité dans les autres genres. Alors, en attendant la prochaine petite perle qu'il nous fournira, si vous lui prouviez qu'il avait raison en lui envoyant un maximum de soutien et d'amour. Et surtout, je suis certain que vous lui ferez énormément plaisir si, en guettant à travers votre fenêtre, vous aviez une petite pensée pour Lydia, l'angoissante sorcière solitaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, d'ici là n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.